mieux. Donc je pense pas. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est Croton sur Croton en ce moment. C'est l'impression que c'est ça. C'est Robert De Niro en Croton. C'est Harrison Ford en Croton. Michael Douglas en Croton. La véritable star 2014, la véritable star du cinéma, ce seront les marques. C'est plus les acteurs, c'est fini. Ah, c'est clair. Je pense pas que tu vas trouver un Christian Bale ou même un Ryan Gosling, si tu veux, qui aura autant d'aura que Robert De Niro, je pense pas. Ah, c'est ça. Je pense pas. Mais c'est ça. Et en fait, c'est ce qui est dingue. C'est à quel point, en fait, j'ai l'impression qu'on vit la fin d'une époque en direct. Oui. Il y a une espèce de crépuscule. Et c'est marrant parce que t'as ce côté... je trouve que dans le cinéma de genre, pour le coup, ça ressort. Quand tu regardes X, enfin, en l'occurrence... toutes les fictions qui fantasment un peu la vieillesse comme une monstruosité. C'est vachement en phase avec ce que je suis en train de dire. Et puis le côté crépusculaire ressort beaucoup aussi, notamment dans le film dont on va parler, la Misanthrope. Moi, je trouve que ça ressemble plus à Society. Parce que dans X, c'est la déliquescence de classes populaires qui ont loupé le coche du baby-boom et du progrès. Donc c'est une classe décadente, mais c'est plus dans Society où c'est des vieux qui, en gros, contrôlent encore le monde et qui sont en train de mourir. À la rigueur, si on veut vraiment voir les choses très en noir, on quitte le carnavalesque du film d'horreur et on rentre directement dans Salaud de Pasolini, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu veux un twist? Donc, on a commencé notre émission. Désolé. Bonjour les auditeurs. Non, je faisais juste pour reprendre un peu le off au début. Je disais que j'avais l'impression on est en ce moment on est entouré de vieux croutons à la télévision. C'est impressionnant à quel point à la télévision ils vont ouvrir sur le journal de 13h, je sais plus, hier ou avant-hier, je regardais au travail, j'allumais, parce que je travaillais en face d'un mur de télévision. Et c'était genre Céline Dion en premier sujet, genre Céline Dion annule sa tournée parce qu'elle est malade, et tu la vois, et mon gars, mais c'est un fossile. Et je me dis, putain, et juste après, t'as Andy McDowell en deuxième sujet, c'est un fossile aussi chez L'Oréal. Après, t'as le festival Jane Fonda, c'est un fossile. Harrison Ford, Michael Douglas, c'est des fossiles. C'est Fossil Festival. De Niro, c'est un fossile. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant. Pierre Lescure qui interviewe Andy McDowell, c'est un fossile. Et j'étais là, tu fais, mais what the fuck? C'est vraiment le monde des fossiles. Genre, Carpenter, il va crever, il y aura plus personne, tu sais, après. Ils sont déjà tous partis. Hooper, Craven, Gordon et tout. Je me dis, mais en vrai... enfin là, ouais, comme tu dis, quoi. Il y a plus de personnalité en fait. Bientôt, c'est fini. Alors t'as les gens, mais en cinéma d'horreur, actuellement, on a plus de chances que quand on était môme. Il y a plus de choses, y compris en cinéma d'horreur d'auteur, on va dire. Mais par contre, les mecs font pas carrière. Leurs films deviennent pas cultes. Leurs films sont à peine vus. Absolument. Et ils sont pas distribués. Donc en fait, c'est ça le délire. C'est là, faut changer de paradigme. On a trop écouté pour moi la presse cinéphile. Le problème vient absolument pas des auteurs et des cinéastes. Il vient du spectatorat. Donc on va parler pas trop longtemps. Franchement, une bonne demi-heure, pas plus, parce que après j'ai du pain sur le feu. De To Catch a Killer, Misanthrope, de Damien Siffron. Alors, petite anecdote, Damien Siffron, il était juré à Cannes cette année. Et en fait, il y a eu, à un moment donné, il y a eu Robin Oslund, je crois que c'est pour le Grand Prix, il a dit, ouais, on va demander à... Non, c'est pour le prix du jury, il m'a dit, je crois. Enfin, en gros, il a dit, on va demander à Julia Ducournau, et Ducournau dit, non, c'est pas moi, c'est Siffron. Et lui, il a fait, qui ça? Mais comment on prononce son nom? C'était super. Une espèce de mépris trop bizarre.
Je sais pas si c'était un gag ou un mépris, mais faut revoir la séquence. Et donc, bon, bah, Damien Siffron, ouais, il était à Cannes, alors que c'est juste le réalisateur de ce film dont on va parler ce soir, là. Ouais. Et je viens juste de m'en rendre compte, hier. Je ne savais même pas qui était juré. D'ailleurs, au passage, le palmarès, enfin, tout ce festival, c'était vraiment pitoyable. Et moi, je me retiendrai le moment où encore un fossile qui arrive. T'as Tarantino qui fait venir Roger Corman sur scène. Mmh. Roger Corman, 97 ans. Ouais. Et le mec se fait standing ovationné. Ouais. Alors que ces mêmes gens qui l'ovationnent l'ont craché à la gueule pendant 70 ans. Ouais. Ça, c'est hallucinant. Et après, c'est le triomphe de la gauche caviar. Bref. Ouais, c'était vraiment antinomique de l'année dernière. Bref. To Catch a Killer, garde donc Misanthrope. Ouais. Ouais. Petit polar. Alors petit polar qui ne vient ni de Netflix, ni d'Amazon, ni de aucune succursale de streaming de cinéma. Ouais. Qui est un film de studio fait pour la salle de cinéma. Ouais. D'un réalisateur qui est assez jeune et dont c'est le premier. Ça se voit que c'est fait pour la salle de cinéma. Ouais, grave. Et qui est ouais, mais est-ce que, enfin, on va revenir là-dessus. Et puis aussi, si tu veux, c'est son premier film, je crois, en anglais. Donc c'est quand même c'est quand même presque un essai, quoi. Moi que je trouve vraiment bien foutu. Donc je vais pas tergiverser 10 ans. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé ce film vraiment très intéressant. Ouais. Pour plusieurs raisons. Alors je sais que t'as aimé aussi, mais avec plus de réserve que moi. Je dirais. Pour moi, le film, il a un peu parasité par des gimmicks et il est un peu, je trouve, anesthésié par certaines choses. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, le film pourrait pu être un nouveau Comancheria ou dans une moindre mesure, parce que j'aime le film mais moins que Comancheria, pourquoi pas un nouveau Sicario. Tu vois, vraiment un film qui met les pieds dans le plat et moi j'ai trouvé que justement il ne parvient pas à faire ça, mais c'est pas non plus un film de vendu qui se dégonfle totalement, si tu veux. Tu vois, il m'est arrivé de voir un film Netflix là d'un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jim Mickle. Ouais. J'ai pris une énorme baffe. C'était quoi? C'était pour moi, Shadows of the Moon. D'accord. Quand j'ai commencé à voir le film, j'étais là, mais c'est incroyable, c'est le nouveau Terminator, c'est le film, il est dingue, et puis la fin, bah ça fait vraiment prod Netflix pourri. Tu vois, le film, comme si la fin elle avait été refaite, si tu veux. Et j'étais dégoûté, puis j'étais là, bah non, le film, il est plus grave. Je peux pas dire ça pour To Catch a Killer. To Catch a Killer, ça reste un bon film, mais pour moi, il y a des choses dedans qui chient dans la colle. Je pense notamment qu'à mon avis, l'actrice, elle a fait modifier son rôle pendant le tournage. Donc pas de manière alarmante, mais ça se voit, et ça t'as des scènes qui sont absolument ridicules, notamment les scènes de dialogue avec son boss. Ouais. Où là on te sort des lapins du chapeau, mais c'est n'importe quoi. Ouais, alors oui, elle est productrice, donc je pense qu'elle a cette. Ouais, je pense qu'elle a modifié ça. Elle a ça. Après, si tu veux, moi je trouve que c'est complètement digéré par le film. Tu vois, j'ai lu des critiques. Après avoir vu le film, j'ai été chercher quelques critiques mainstream sur le net, et notamment sur le net américain, et je suis allé sur le site de Robert Iger. RobertIger.com, c'est bon, il est mort Robert Iger, mais le site il existe toujours, il y a toujours des critiques qui... Et le film, il a eu un 2,5 sur 10. Donc là, je suis interpellé, parce que bon, moi j'ai plein de choses à dire sur ce film, et pour moi, c'est vraiment un film beaucoup plus important que ça, qu'un 2,5 sur 10. Bon, après on s'en branle des 2,5 sur 10. Mais on peut avoir
C'est pas. Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi Robert Iger? Comment il s'appelle le critique? Ah merde. Je sais pas, Robert Eggers, c'est le mec, c'est un cinéaste. Mais oui, pourquoi j'ai switché dans ma tête? Critique ciné Robert. Comment il s'appelait ce critique de ciné américain qui est décédé, qui avait un site qui... je me sens un peu bête de pas avoir préparé ça. Catch Killer Review. Je vais le retrouver. Et ce que je veux dire, Roger Ebert. Roger Ebert. Donc il a son site .com. Si tu veux, c'est un truc important. Donc le film, il a eu 1,5, s'il te plaît. Et je crois pas que ce soit sur 10, je crois que c'est sur 5. Mais peu importe, on s'en fout. Et donc, en fait, en gros, qu'est-ce qu'il dit? En gros, il est dit que le film commence sur les chapeaux de roue. Ce qui est à peu près, d'ailleurs, ce que tu me disais en substance quand quand j'ai lu le texte que tu as écrit là-dessus sur Facebook. Et qu'après le film retombe, et notamment parce que le portrait est débile. Enfin, eux, ils trouvent qu'il y a un faux portrait de femme, que c'est grotesque et tout. Ouais, et ils comparent ça avec Le Silence des agneaux. Ouais, alors là, putain, quelle horreur. Je pense pas qu'il se soit vautré dans quelque chose du Silence des agneaux. Pour moi, il a continué son thème, mais je pense que moi, ce que j'ai reproché surtout au film, c'est d'abandonner son côté fantastique, qui lui allait très très bien au début. Moi, je trouvais ça m'a fait penser un peu à Blue Steel, le début du film, quoi. En gros, alors ils disent qu'effectivement tous les moments de discussion avec Lamarck et notamment quand il l'emmène chez lui avec son mari, la Gavin et tout, que ça devient du didactisme, que c'est stéréotypique, que à part le fait d'être gay, Lamarck est vraiment juste un flic hard as nail, c'est tout. Enfin, c'est juste un. Bah moi je suis pas d'accord là-dessus. Voilà. Je trouve que justement le rôle a été réécrit. Et que ça fait. Cette scène... Ça fait Criminal Minds, ça fait très télé. Voilà, en gros, c'est ce qu'ils disent. Et ils disent, en gros, elle est positionnée comme une moderne day Clarice Starling. Mais il a du mal, justement, à aller aussi profond que dans le film du Silence des agneaux. Alors moi, je veux juste dire un truc. C'est que Le Silence des agneaux, pour l'avoir revu récemment, d'ailleurs, je viens juste ce matin de choper le livre de Thomas Harris au vide-grenier parce que je l'avais lu il y a très longtemps et je voulais le relire. Le Silence des agneaux, explique-moi à quel moment dans le film, à part quand elle discute avec Hannibal Lecter, à quel moment on a un portrait de Clarice Starling, d'où elle vient, ce qu'elle fait, pourquoi elle est là? En fait, effectivement, ça l'est dans le film Le Silence des agneaux. Simplement, c'est pas intéressant. Parce qu'en fait, Le Silence des agneaux, ce qui va être intéressant, ça va être le personnage. Mais attends, mais dans le Silence des agneaux, elle rentre pas chez elle. Enfin, si tu veux, il y a pas dans Le Silence des agneaux, il y a pas de portrait. C'est faux. C'est vraiment pour le coup, c'est stéréotypé, quoi. C'est parce que Le Silence des agneaux, ce n'est que un film sur le dysfonctionnement entre le couple homme-femme. Et ce n'est que ça. T'es généreux. T'es quand même généreux, je trouve. Mais non, mais justement, ce qui va... Non, je suis pas généreux du tout. Après, je renvoie à un texte de Jean Désaubry là, sur Silence des agneaux qui est vachement intéressant. Le seul couple qui est fonctionnel dans le film, c'est le tueur en série et la femme flic. Donc c'est problématique. Et quand c'est un film qui arrive comme ça au début des années 90, c'est annonciateur d'une fin de quelque chose. Tu vois, pour le style polar, je parle. En fait, pour moi, le Silence des agneaux, ça parle du milieu professionnel, de la professionnalisation, et c'est un milieu en faveur de la professionnalisation. Mais effectivement, je comprends ce que tu veux dire. Il y a beaucoup de choses, en fait, d'éléments qui viennent du portrait de femme. Il a un peu raison, ton mec Herbert. Mais Jonathan. Le portrait de femme, il est mal fait. Ah oui, tu veux dire dans To Catch a Killer? Ah non, Jonathan Demme. Pour moi, il y a bien. Jonathan Demme, c'est quand même le mec qui s'est illustré dans les rôles de femmes. Magnifique male gaze que moi j'apprécie. Hein. Ah, qui est impressionnant. Mais qui est pas super bien fait dans le Silence des agneaux. Il y a effectivement tout un truc sur l'enfance, les relations de femmes. L'autre critique que tu cites a aussi raison. Je trouve pas que ce soit époustouflant
des agneaux. Par contre, je trouve que Silence des agneaux, c'est un magnifique film sur ce qu'un journaliste comme Thomas Frank appelle les professionnels. Les professionnels, c'est les gens qui ont un diplôme, une culture qu'ils arrivent à valoriser sous forme de transaction. Et ce que tu regardes dans le Silence des agneaux, pour moi, c'est la lutte des classes avec le cinéaste qui est pour les riches. Voilà, c'est tout. C'est ça. Mais après, ça, c'est mon opinion. Et c'est pour ça qu'aussi, j'avais certaines attentes qui, pour moi, étaient plus un film qui allait vers des zones d'ombre. Et si tu veux, vers quelque chose ce que j'essaie me rappelait plus des choses comme Comancheria ou Sicario ou des choses comme ça. Dans To Catch a Killer, il n'y a pas ça. Il y a juste, il suffit juste d'ouvrir un tiroir dans une cuisine et c'est réglé. Il n'y a pas d'étalage sur pourquoi cette meuf, elle est comme ça. C'est absolument ridicule. C'est ça le problème. Qui c'est qui a arrêté la drogue, qui a des problèmes de drogue, qui va garder une seringue avec une cuillère et un truc pour se faire un fixe dans sa putain de cuisine. C'est juste d'une débilité profonde. C'est pas ça le souci. Alors que, et c'est pas simplement le problème de cette débilité, c'est que cette débilité vient remplacer quelque chose qui est le sujet du film, qu'on t'annonce au début et que le film ne veut pas assumer. Parce que les professionnels du Silence des agneaux ont gagné. Avant, quand on était môme, les chaînes du câble, on les faisait pour des prolos, on y diffusait des films de Chuck Norris, parce que le cinéma, il était fait pour les classes populaires. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, c'est pour ça. Maintenant, tu peux plus raconter ce que le film To Catch a Killer est en train d'essayer de te raconter. Tu peux plus le raconter maintenant. Maintenant, alors, heureusement, le film t'a pas fait un coup totalement série télé. Du type, mais non, en fait, t'apprends que l'héroïne, elle est Asperger, bipolaire, amoureuse. On t'a pondu un truc bateau, elle se scarifie, elle se drogue, bon, elle a des problèmes de riche, quoi. Mais voilà, c'est des problèmes de série télé. Le véritable problème qui est annoncé au début du film, et c'est là pour moi où ton mec Herbert, il a tort quand il y a le dîner avec les deux gays, c'est que justement, il y a une différence de classe qui est évidente entre la marque et son conjoint qui s'entend vachement mieux avec la flic, et ce que lui dit la marque. Moi, je vous ai recruté pour une raison précise. Cette raison précise, c'est pas parce qu'elle se scarifie. La raison précise, c'est qu'elle n'a pas fait d'études. C'est pour cela qu'il la recrute. Je veux dire, et histoire de scarification et de drogue, ça vient remplacer quelque chose. Dashcam, le film que tu m'avais conseillé, Dashcam, lui, c'est vraiment un moins bon film que To Catch a Killer. Moi, je conseillerais plus de voir To Catch a Killer, mais lui, il va mettre les deux pieds dans le plat. Mais les pieds dans le plat. Ouais. Mais en fait, alors, moi, je comprends ce que tu veux dire. Et je sais que le vrai sujet du film qui est annoncé au début, comme tu dis, c'est un film sur les professionnels. Le fait est que les personnages, si tu veux, elle, on la suit, mais elle n'a pas la substance, si tu veux, d'un personnage de cinéma traditionnel américain, de polar, jusque dans les années 90. C'est-à-dire, c'est une femme, elle a ce passé-là, etc. Et tout. Le fait que ce soit une femme, on s'en branle, à un moment donné, elle fait une réflexion, elle fait, si vous m'aviez recruté pour me refaire le cul, vous êtes mal tombé, ça tombe complètement à l'eau. Le fait est que son passé, est-ce qu'elle s'en sert ? Pas du tout, ça tombe complètement à l'eau. À quoi il lui sert son passé? À que dalle, on est bien d'accord parce que il faut le dire, le film c'est quand même la traque d'un tueur et c'est passionnant. C'est-à-dire que le film, il te fout en haleine pour savoir comment on va le retrouver, ce gars, quoi. Donc le vrai sujet du film, c'est aussi ça. Hein. C'est-à-dire que comment oui et non, parce qu'en fait, si tu veux, comment à partir du tout le système, le fait d'explorer la pensée de la meuf. Effectivement, tu peux dire, oui, mais c'est pas ça le sujet, sauf que tout le film, le début du film, avec tout le délire fantastique, te laisse supposer que justement, en allant chercher le tueur, la meuf va se découvrir elle-même. Moi, je pense. Parce qu'effectivement, il va falloir qu'elle s'explore elle-même, parce que son passé, si on suit le délire que toute l'histoire de la meuf, c'est le fait qu'elle soit une fille non diplômée, son passé, c'est son présent. Oui, mais c'est pas une histoire d'explorer son passé. C'est d'où il vient. Bon, on va partir du début. Ça commence, le plan est à l'envers. Ça commence, c'est un tueur, quelqu'un qui tire dans la foule, d'accord. Il le fait, alors entends-moi bien, avec des compétences, une qualité exceptionnelle.
Dans la réalité, ça arrive souvent aux États-Unis, mais souvent le mec il se fait prendre, il se fait tirer dessus après par un flic. Là, le type, c'est un fantôme, il est incroyable. À ton avis, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Généralement, dans les films, quand tu as un mec qui est super bon, qu'est-ce qui peut expliquer ça? Pour moi, il y a le professionnalisme. Il y a d'abord ce côté Silence des agneaux, que pour moi ne va pas faire To Catch a Killer. Silence des agneaux, j'ai un tueur en série qui a un PhD, qui est psychanalyste, qui a fait des études, qui est très fort, tu vois. Et ça, les Américains, ils adorent les gens qui ont réussi professionnellement, tu vois. Quand tu regardais Vigilante de William Lustig, petit électricien, à la fin, il va se faire justice lui-même, et William Lustig dit ok, on comprend le personnage, mais avouez que c'est un peu inquiétant. Vigilante, film fasciste, ok. Le Silence des agneaux, dans la presse, j'entends les cinéphiles, et ça va de Télépoche au Cahier du cinéma. Le Silence des agneaux, c'est un tueur en série qui a tué plein de gens, qui aide un peu, parce que ça l'amuse, une meuf du FBI à attraper un serial killer, il s'enfuit, et à la fin, tu te rends compte qu'il va se venger du directeur de prison. Est-ce que c'était pris comme un film fasciste, Le Silence des agneaux? Non, pas du tout. Ce mec qui est déjà diplômé, déjà émancipé, on a mis en prison, on l'a privé de sa créativité. Bah oui, il avait tué des gens. Et puis qui tout d'un coup se libère et puis va décider de se venger des gens qui lui ont fait du mal. Non, c'est pas vu comme un film fasciste parce que les États-Unis, pour eux, c'est normal l'émancipation des gens émancipés. Et nous, en Europe, on y est très réceptif. Tu vois, on veut que les gens qui soient déjà émancipés s'émancipent. Et on a qui les gens des classes inférieures, elles s'émancipent parce qu'elles vont nous demander des choses. Tu vois. Donc là, vraiment, pour moi, là, c'est le parti pris inverse que tu as dans To Catch a Killer. C'est plutôt des films qui relèvent de films comme Mystic River, comme Comancheria. Ou à la rigueur, là, il n'y a pas de place sociale, mais comme Sicario, c'est les zones d'ombre. Le mec, il est balèze, on ne l'attrape pas parce que c'est un professionnel et que il a été dans une unité d'élite, c'était le meilleur de son équipe. Enfin, tu vois, tu les connais, ces clichés. Mais vous connaissez ce mec? Ouais, c'était le meilleur de son unité. Enfin, tu vois, tu as déjà entendu des choses comme ça. Là, le type, on ne peut pas l'attraper, c'est parce qu'il vit dans les marges totales de la société. C'est l'impensé de la société américaine. Tu vois, c'est la zone où tu tombes en panne avec ta voiture, personne le filme, personne lui dit bonjour, il n'existe pas. Comme quand on se réveille après les élections. Mais ça va même pour aller dans ton sens, c'est même ce qui est troublant, je trouve, qui est plutôt réussi dans le film, c'est que t'as même, in fine, t'as du mal à ne pas lui donner raison. Parce qu'il y a un moment donné, le film se transforme quasiment en documentaire, et on remonte une piste qui nous amène dans des abattoirs, puis dans des histoires où tu te rends compte que le gars, il est un peu, il est comme tu dis, il est à la marge complet. Sauf que la marge, elle existe plus, quoi. Il y a plus de place pour la marge. Et en fait, moi, c'est ça ce qui me. En fait, ce que je voulais dire, c'est que peu importe les personnages qui soient archétypaux ou pas, etc., c'est qu'en fait, ils ne sont plus que des vestiges dans un paysage. Ils sont comme les poubelles à perte de vue, parmi d'autres poubelles. D'ailleurs, cette séquence est plutôt bien foutue. Avec, en fait, pour moi, il y a vraiment un moment donné où dans le cinéma américain, dans le polar américain, il y a un moment qui arrive à la fin des années 90, on est sur un mode crépusculaire. C'est-à-dire on a une série de films qui mettent vraiment fin au genre. C'est-à-dire qu'ils vont au bout du genre. Je pense même Seven, par exemple, avec son tueur complètement nihiliste. Et puis le final de Seven, etc. C'était vraiment une façon de clore les années 90. Et il y a eu beaucoup de mal après, durant les années 2000, à retrouver des polars qui arrivent à prendre je trouve, la tension de l'époque. Alors, t'as cité 2 films. T'as cité Comancheria et t'as cité Sicario. Ouais. Sicario. Et c'est vrai. Mystic River aussi. Alors, Mystic River aussi, ouais. Mais Comancheria et Sicario me sont tout de suite venus en tête parce que c'est peut-être les 2 films les plus emblématiques depuis l'an 2000.
jusqu'à To Catch a Killer. Et To Catch a Killer, pour moi, il y a un côté post-crépusculaire. C'est-à-dire, j'avais dit, pour moi, c'est un peu la même chose que le film de Soi Chiang, Limbo. C'est-à-dire qu'on est dans un film de l'après. Et là, on est en bas, quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment par terre. Il y a plus rien, quoi. Il y a juste des poubelles à perdre de vue. On va mettre en place notre récit là-dedans, quoi. Et moi, dans To Catch a Killer, il y avait vraiment cette idée qu'à un moment donné, il y a une description de notre époque qui est, je trouve, assez juste. Cet ultralibéralisme qui a tout bouffé, qui a fini par être omniprésent partout, qui a enlevé du sens à tout. À un moment donné, ils arrivent dans le centre de tri, ils font, au fait, vous n'êtes pas censé distinguer les déchets organiques des déchets... en fait, il y a personne qui nous oblige à le faire, donc nous, en fait, on brûle tout au même endroit, mais après, je suppose qu'ils vous disent de continuer à trier pour vous donner bonne conscience. Et c'est vraiment, pour moi, le sujet, il est là. C'est dans To Catch a Killer, le film, il a cette même valeur-là, à ce moment-là, dans la timeline cinéma, quoi. C'est-à-dire que, oui, t'avais fait une allusion aux séries télé. Que le film, en fait, le film, à un moment donné, en fait, il se vautrait un peu dans les travers des séries télé depuis l'an 2000. Bah, moi, clairement, ce que j'ai voulu te dire à ce moment-là, déjà, je pensais pas forcément aux séries télé depuis l'an 2000, je pense vraiment aux séries télé qui sont diffusées plutôt depuis les années 2010. D'accord. Et moi, je clairement à ma théorie du complot de réécriture du personnage de l'héroïne. Ah oui, mais ça c'est sûr. Mais oui, après, moi je trouve que c'est pas lourd. Je suis d'accord avec toi. Il y aurait eu un côté étouffant. J'ai commencé à regarder le film avec ma femme, elle a eu beaucoup de mal à rentrer dans le film parce que, en fait, autant au début le personnage, t'es avec elle, tu comprends qu'elle a envie. Il y a un côté professionnel, comme tu dis, c'est-à-dire, tu vois cette meuf qui flic. Et il y a un potentiel à ce qu'elle devienne agent du FBI tout de suite, c'est le sujet du film. C'est la promesse, elle est dans le trailer. Elle arrive tout de suite, elle a les bons réflexes de faire filmer les gens, elle veut monter, elle veut être présente dans l'endroit où ça se passe. Et t'es la machinerie cinéma. Putain, t'as envie de voir un film de traque de tueurs comme Seven, quoi, tu vois. Je veux dire, t'en as pas vu beaucoup depuis Seven, des films comme ça, tu vois. Un bon polar comme ça, avec des personnages assez emblématiques, puis tu sais, qui vont vraiment scanner un petit peu la société, en tout cas les méandres de l'humanité à un instant T, quoi. Et donc du coup, ma femme, en fait, à un moment donné, elle a décroché du film. Ouais. Parce que si tu veux, en fait, le personnage, il est quand même pas très, il est un peu suffocant. Comment dire? Donc il invite pas beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle raconte pas grand-chose. Donc voilà. Alors après, moi, je trouve que le film, il fait ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme tu dis, il est parasité peut-être par la comédienne principale qui en est la productrice et qui a voulu créer peut-être un rôle un peu plus cliché, un peu plus symptomatique. Qui a pas voulu ressembler à certains stéréotypes. Mais le film, il fait la même chose qu'à un moment donné dans l'enquête. Dans l'enquête, à un moment donné, ils sont obligés d'aller dans un supermarché pour choper des mecs qui ont fait un canular téléphonique, mais qui passent potentiellement pour des vrais, qui passent en tout cas, qui sert d'excuse aux instances publiques pour dire on avance sur l'enquête, regardez, on va les choper, alors qu'en fait ils ont rien à voir. Tu sais, c'est les néo-nazis dans le supermarché. Ouais. Mais cette séquence-là, c'est un pas de côté dans l'intrigue, et tout le monde le sait. Tout le monde le sait dans l'hélicoptère. Tout le monde le sait que cette intrigue. C'est une mise en scène. Ouais. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est vraiment un pas de côté qu'on est obligé de prendre. Et bah de la même manière, le film en fait il digère, si tu veux, ça avec son personnage principal. C'est-à-dire que le pas de côté du tiroir qu'elle ouvre dans sa cuisine où tu vois effectivement toute la dope machin et tout, puis elle se ronge les sangs, il le digère. Après, effectivement, le fait qu'elle soit dans sa baignoire, qu'elle regarde le plafond, et là, elle repense aux chaussures du mec et tout, si tu veux, c'est pas extraordinaire. Je suis d'accord avec toi, c'est pas sensationnel. Ah non, ça j'ai préféré. Moi, que le film se dégonfle, c'est-à-dire qu'il ait de la gueule et qu'il te fasse le coup, moi, de la seringue, c'est pas quelque chose que j'ai apprécié, parce que quand je regarde un film, c'est pas pour regarder... Pour moi, ça aurait été problématique si, justement, elle avait pris la drogue et qu'elle serait droguée. Là, oui, ça aurait été problématique, on serait parti dans autre chose. La mise en scène suggère qu'elle s'est droguée. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, t'as l'impression qu'elle se drogue pas, ouais, j'ai pas un flou sur une sorte de planche au niveau du lavabo, où t'as l'impression qu'il y a quelque chose, et t'as des effets, des filtres qui laissent supposer, si tu veux, avec des... Ouais, c'est vraiment... Comme si elle...
Bah oui, mais c'est complètement con. Ouais, je suis On se fout de d'accord. ta gueule, on se Ouais. fout de ta gueule. Ouais. T'es parti voir un film et on te dit ça va parler de ça, on te raconte les mêmes choses que tu pourrais voir dans un truc comme Criminal Minds ou même des séries un peu H-Bobo, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, mais Ça alors, moi, alors pour moi, ça vient parasiter mon film. alors, je pense que le film, justement, il est perclus de ça. C'est-à-dire que il existe à une époque où justement, qu'est-ce qui est dominant, c'est l'imagerie HBO, c'est True Detective, c'est voilà, des trucs comme ça, quoi. Et effectivement, le film, il est obligé Comme enfin, on peut plus parler des marches sociales, on va te parler des marges que tu rencontres dans les mais il y magazines. en a plus de marche sociale, ça, il n'existe plus littéralement. Bien sûr. C'est la motivation du tueur. C'est que justement, Ben non, il y a mais plus d'espace justement, pour exister. pas du tout, c'est faux, c'est faux. C'est pour ça qu'il y a du À part autant de la cabane à cinéma la qui fin. raconte ça. Et encore, ils le trouvent. Mais ils Hmm. reviennent Hmm. justement. Hmm. Le cinéma, quand tu me dis que si tu avais vu le film de Eastwood, là, Mystic River. Richard Jewell, Ah oui, Richard Jewell. c'est ça, Hmm. je viens de voir Richard Jewell, Oui. il n'y a plus de marche sociale. Je te l'aurais dit oui, parce que Oui, le oui, film oui. de Eastwood, Hmm. il est en train de te montrer un cas justement qui est, et ça, c'est quelque chose de problématique de le faire exister dans un plan, de raconter son histoire, etc. Ah ouais. Dès que tu tapes dans le genre, le film d'horreur, ils reviennent sous forme de monstres. Et que dans le polar, Ouais, c'est sans fin. Ils y reviennent sous forme de tueurs en série. Mm. Et on te dit que c'est eux le cœur du pays, que c'est eux. Mais par contre, ce qu'on te dit, c'est qu'ils sont invisibilisés, qu'on les a fait sortir de la visibilité, justement. Et le problème, c'est que là, tu vas rencontrer des gens qui vont essayer, comme tu dis, de se professionnaliser, qui vont avoir des compétences, qui vont avoir des moyens de culture. Ils vont essayer d'attraper le tueur. Ils ne vont pas y parvenir. Ils ne vont pas y parvenir. Alors, je sais qu'en disant ça, dans tout cas de Chuck Killer, l'histoire te dit que la meuf rattrape le tueur à la fin, mais regarde la mise en scène. Ah ouais. La mise en scène, ils ne parviennent pas à attraper le tueur. Ouais, ouais. Ils ne parviennent pas à l'attraper. C'est comme ça. C'est le Black, à la fin, il se rend compte qu'il n'a pas tiré, quoi. Ouais. Il ne le rattrape pas. Le mec, il attend. Ouais, bien sûr. Il y a je sais pas combien de voitures de flics. Ouais. Je veux dire, c'est... et ça parle de ça, c'est pour ça. Mais que le plan sur scénario, le plan du gars mort affalé avec les lumières des sirènes de police rouge, bleu, noir, rouge, bleu, noir, ouais, rouge, qui bleu, font noir. aux couleurs du drapeau américain. Ouais. Ouais, et puis surtout qui projette l'ombre de façon différente, comme s'il y avait potentiellement plusieurs perspectives dans le même plan. Ouais. Effectivement, c'est ça, ouais. Mais personnage du Black d'ailleurs mortel. Il y a une séquence où ils sont devant la télé, il reçoit un coup. Tu sais, puis il commente en direct avec son insider. Ouais, alors apparemment ils sont en train de calculer le numéro de téléphone. Ouais, apparemment c'était dans une cabine. Et puis à un moment donné, tout le monde le regarde. Qu'est-ce qui se passe? Je vais être. Je sais plus ce que c'est là. Je vais être. C'est sa sœur, je crois, Ouais. qui a couché. Ouais. Ah, ça m'a fait rigoler. Franchement, cette séquence était bien gérée, vraiment. Moi, j'ai vraiment aimé l'écriture de ce film. J'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient vraiment bien, quoi. J'ai adoré le personnage de Lamac. Enfin, j'ai adoré, de toute façon, Ben Mendelsohn, il est vraiment incroyable. Parce que il est pas si... Tu sais, il y a un côté... pour le coup, il y a une emphase. Je trouve qu'il y a un côté... Il y a un vrai côté spectaculaire dans sa façon de le jouer. Un peu à l'ancienne. Un peu comme si on était chez Sidney Lumet ou... personnage qui convoque tout le temps les gens qui sont dans le plan et tout. J'ai pensé direct à Sidney Lumet. Ouais. Mais quand j'ai vu le film, mais alors après, je te jure qu'une fois qu'on m'a fait le coup de la meuf qui se drogue et puis qu'on a minimisé. Mais oui, mais tu ramènes tout à ça, putain. Parce qu'on se fout de ma gueule. Mais oui, ah. Tu regardes Serpico, puis t'as un moment donné, Serpico, tu sais, t'as son collègue qui lui parle un peu des problèmes qu'il y a dans la rue. T'as arrêté quel dealer et tout. Puis l'autre, il fait non, mais tu sais, je crois que je suis non-binaire et que j'ai des haltères. Et mais tout bien sûr, Gart, bien sûr. Bien sûr. Tu dirais, mais qu'est-ce qu'on se fout de ma gueule? Voilà, bien sûr. Mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Pourquoi t'as l'impression qu'elle tombe au début là, puis quand en fait elle est juste tombée dans les pommes? Bah bien sûr. Pourquoi ça sert à rien. T'as beaucoup de choses qu'on peut, enfin voilà. Mais non, c'est pas vrai du tout.
raconte tout l'aspect fantastique, il participe à ça. Quand elle tombe, elle se renverse, c'est le plan à l'envers. Ouais. Bah, quand les plans dans la piscine, où elle est entre deux eaux, tu vois, là, au niveau de la surface, ça parle de quoi? Ça parle de quoi, le Silence des agneaux? C'est une pétasse qui se fait corrompre pour sa carrière, qui passe un pacte avec un tueur en série pour attraper un tueur en série, et elle l'arrête, elle a une médaille, et parce qu'elle a sucé la bite d'un mec qui est surdiplômé et qui est un enfoiré. Ça raconte l'histoire inverse. Catch Killer, c'est une meuf qui est dégoûtée de passer un pacte avec des supérieurs, parce que en fait, elle fait pas partie de leur monde. Et ben voilà, on est passé dans l'après. C'est ce que je te dis. C'est vraiment, on est. Mais elle ne faisait pas partie de leur monde avant. Non. Et elle n'a pas jamais partie. Ce que je veux dire, c'est qu'elle fait partie d'un paysage fait de poubelles, fait de, enfin, clairement, sa caractérisation, elle est pas importante, quoi. Et oui, je suis d'accord avec toi. Si, elle est très importante. Oui, c'est pas vrai du tout. Elle est très importante. Elle n'est pas importante parce que, à force de regarder des fictions merdiques sur Netflix, on a fait des concessions à du cinéma et du divertissement bas de gamme qui t'explique qu'un personnage qui bouffe des cupcakes sans gluten, c'est intéressant. Voilà, non. Ce qui est intéressant, c'est ce que raconte tout Catch Killer. Que effectivement, quand tu découpes à la tronçonneuse des carcasses de vaches, que tu fais ça toute ta vie, à un moment donné, ça a des conséquences sur toi. Tu n'es pas la même personne. Tu ne peux pas. Lamarck, il est homo, mais il sera jamais la même personne que son mari. Son mari, qui vient d'une classe plus populaire, qui est passionné par les théories du complot. Et d'ailleurs, le personnage de la femme flic, elle trouve ça amusant parce que elle vient de ce même milieu. Elle est un peu dans ce cas-là aussi. Voilà, c'est comme ça. Et non, là, dans ce cas-là, t'imagines comment tu peux regarder un film adapté d'un scénariste comme Denis Léane, qui est encore un des seuls qui s'occupe de ce genre de questions-là. Effectivement, si tu regardes Live by Night ou Scriver, tu vois, des trucs comme ça, lui, il est capable d'assumer ce genre de trucs. Là, le problème, c'est que malheureusement, le traitement fantastique a été mis en sourdine. Donc, effectivement, tu vas perdre de ça, parce que je comprends ce que tu me dis. Oh, c'est pas le truc. En fait, quand tu me dis c'est pas important, moi, je pense pas que c'est vraiment ce que tu penses. Je pense que tu as envie de dire c'est pas ce qui m'intéresse. Parce qu'effectivement, on va perdre de l'intérêt là-dessus. Tu as raison. Et je suis trop. En fait, je suis tellement sur du déceptif systématique. J'ai beaucoup. Tu sais, moi, par nature, je m'enthousiasme beaucoup. Et avec le temps, j'ai tendance à être très, très frustré. Et du coup, c'est vrai que ce film, j'ai pas trop envie de l'évincer. Parce que... Non. Moi, si tu veux savoir si j'ai aimé, moi j'ai aimé. Hein. Ça, c'est pas le souci. Je le considérais. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, t'as quand même... Je trouve que pour moi, le fait que le plan au début soit à l'envers, qu'on te filme autant de surface, de choses comme ça, par exemple, tu vois, l'abattoir, j'aurais aimé une mise en scène un peu plus, que ce soit un moment un peu culte, tu vois, des choses comme ça. Mais pour moi, si je pense à Sidney Lumet, c'est parce que Sidney Lumet, c'est un cinéma où le mec, il est capable de te montrer le pouvoir de la négativité. C'est-à-dire que toi, quand tu me parles du film, tu te dis, le côté marge sociale, tout ça, c'est pas si important, c'est en sourdine, c'est un truc qui est en train de disparaître. Combien de morts? 200 morts, il a fait le mec? Ouais. Je dis à un moment, ça, c'est pour un mec pour un truc qui est en train de disparaître, 200 morts, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal du tout, moi, je trouve. Et effectivement, moi, ce que j'aime dans Sidney Lumet, c'est qu'il te montre que la créativité, elle est créatrice. Elle crée des choses. Elle crée du malheur, tu vois. Moi, il y a un film, par exemple, qui a eu du succès pas longtemps, c'était Joker. Ouais. Que des pensées négatives, tu vois. Ça crée quelque chose. Mais d'ailleurs, tu fais bien d'évoquer Joker, parce que je trouve que le film plane dans ce côté déceptif, quoi. Le film est dans la continuité de Joker, quoi. Hein. C'est-à-dire, il y a un côté putain d'époque de merde, quoi. Ouais. Oui. Puis t'as fait... En fait, ce que dit le film, c'est ce qu'on te raconte aussi dans le film. C'est-à-dire que notre société, elle a une zone d'ombre, tout simplement. Elle fonctionne parce qu'on produit certaines choses, on consomme certaines choses, puis il y a des déchets. Il y a des raisons qui font que on peut accéder, puis c'est peut-être aussi la démarche en fait qui font tourner la société.
qui lui sont nécessaires, que ces marges mais c'est vrai, tu as raison. N'existent pas, sont invisibilisées. Et... En fait, tu as raison. C'est vrai que dans tout cas de chez Killer, le final, je crois que le final est un peu faible. Le dernier acte est un peu faible. Et c'est vrai que quand elle est attachée, et puis qu'elle essaie de le raisonner, là, elle lui sort des trucs vraiment un peu grossiers. Genre, oui, on peut te soigner avec des médicaments, tu vas voir, cette merde marche. C'est vrai que c'est un peu ridicule. Parce que c'est vraiment pas ce que t'attends à ce moment-là. Bah, c'est peut-être aussi parce que c'est à ce moment-là, je pense que le mec Ebert, là, il compare au Silence des agneaux. C'est qu'effectivement, moi, je trouve qu'il y a un traitement qui est plus fantastique. Et ça, je trouve ça admirable. Dans tout cas de Chuck Killer, pour moi, le tueur, il est montré de manière plus fantastique. Tu vois, au début. Et je trouve que ça, tu vas perdre un peu à la fin. Mais heureusement, la dernière scène, moi je la trouve magnifique là, quand il se fait courser. Moi je trouve que ce qui est admirable dedans, c'est ce que le film il a le courage de te montrer quand même, de te montrer l'échec de toute une société, quoi. Je veux dire, si on arrête et qu'on regarde notre vie à nous, quoi. Je veux dire, regarde des élections, comment ça se passe. C'est, je veux dire, rappelle-toi tu sais, quand les élections de 2002, tu te rappelles de l'image où tu as les sondeurs qui viennent dire au PS que Jean-Marie Le Pen va être au deuxième tour et qui te sont envoyés chier par Mélenchon, par Mosca. Tu te rappelles de ça? C'est des choses comme ça, si tu veux, que ça raconte. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs ne comprennent pas la société qu'ils produisent. Ils arriveront jamais à attraper quelqu'un qui est dans la marge. Le dernier paragraphe de la critique sur rogerebert.com, c'est mis à part les terribles dialogues, ce qui est le plus décevant dans le troisième acte du film, c'est la façon dont il bâcle sa tentative de critique sophistiquée des nombreux systèmes brisés qui affligent la société américaine moderne. En fin de compte, To Catch a Killer attribue toute la violence horrible qu'il dépeint à la santé mentale de l'agresseur et n'offre qu'une exploration superficielle du système qui l'a laissé tomber. Eh ben non, parce que justement, là où je suis pas d'accord, c'est que le système l'a pas laissé tomber. C'est que lui, il te parle de sa condition. Il a pas laissé, c'est quelqu'un qui travaillait, justement, qui a été inséré. Moi, je suis d'accord avec. C'est pour ça que je trouve trop didactique. Il aurait dû être plus fantastique, parce que qu'est-ce qu'il raconte, le tueur? Est-ce que c'est qu'il a pas eu telle chose ou telle chose? Il dit non, moi, je veux pas des choses. Je veux juste exister. Tu vois, c'est pas sa maladie mentale. Et je pense que le critique que tu dis là, Herbert.com, c'est de la presse américaine. Voilà, c'est de professionnels. C'est du mainstream. Pour reprendre le terme de Thomas Frank, de professionnels, de diplômés qui veut garder les moyens matériels qui lui permettent d'avoir du crédit social, d'être considéré comme quelqu'un de bien, etc. Et qui va pas prendre le parti des classes les plus défavorisées parce qu'elles sont immondes. Voilà, moi je suis désolé. Et Ebert.com, là, bon, ça parle de cinéma, mais à travers son article, ça parle pas que de cinéma. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même l'émanation d'une certaine presse, je pense. Effectivement, pour moi, non, je suis pas d'accord totalement avec ce gars-là, parce qu'effectivement, moi, je trouve que la forme, s'il avait plutôt que de jouer sur un côté explicatif, scientifique à deux balles, comme tu peux en voir dans les séries télé ou les films bas de gamme, et qu'il avait plutôt misé sur son côté fantastique, là, effectivement, le côté que le tueur a quelque chose d'universel, qui raconte non pas l'histoire d'un tueur en série. Moi, je te garantis que tu peux pas prendre ce film comme la traque d'un tueur en série. Un mec qui bute 29 personnes comme ça un soir de Nouvel An, il se fait attraper par la police, il lui tire dessus, puis il est mort. Ça n'existe pas, des traques comme ça, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est pas possible, tu vois. C'est pas le tueur en série de Seven. Si on te raconte ça, c'est pour te raconter autre chose, quoi. Qui c'est qui a fait ci, qui c'est qui a fait ça, le système. Ces gens. Qui c'est qui a voté Donald Trump, le système. Et puis tu enchaînes des spécialistes et des moyens qui passent article après article,
qui émettent des théories, tout ça, et qui l'attrapent jamais. Qui attrapent jamais ceux qui ont fait ça, parce qu'ils veulent pas les voir aussi, tu vois, il y a cet aspect-là. Pour moi, c'est pour ça que ça parle de ça, tout Catch Killer, et pour moi, c'est un film vraiment politique. C'est un polar, moi je l'ai pris comme un Serpico, comme un Chiria, tu vois, c'est comme ça que je l'ai pris. Et je trouve que il avait cette force justement d'avoir cette mise en scène un peu fantastique qui change complètement, c'est d'avoir de l'audace, quoi. Vraiment qui manque maintenant dans le cinéma. Et même je trouve que dans sa mise en scène, j'ai trouvé bien meilleur que le Sicario de Denis Villeneuve, par exemple. Parce que le Sicario de Denis Villeneuve, des fois, il tourne un peu au gimmick, tu vois, il fait tourner un peu des... alors que là, il arrive vraiment à créer du sens, quoi. Et non, moi, je suis d'ailleurs, le film, il est bien meilleur que ce que le mec là de Ebert.com, gâteau sans gluten, féminicide, anthropocène écrit, quoi. Je veux dire, pour moi, ce mec-là, je suis sûr, connaissant la critique américaine, tu vois, il lit la presse, il répète ce que dit la presse, quoi. Il ira pas donner, je sais pas, un sentiment, juste un truc qui ressent lui, tu vois, en tant que personne. Il défend sa classe sociale, c'est tout, quoi. C'est la critique qui a défendu. Est-ce que je suis content qui a dit que Vigilante était un film fasciste. Voilà. C'est ça, c'est cette critique-là. Non, mais c'est parfaitement résumé. Écoute, je suis content qu'on soit parti de cette critique pour réagir au film, parce que c'était à peu près, je pense, le consensus sur Internet critique. Juste pour finir, si on remet en perspective les films un peu récents, Joker, Le Dîner, To Catch a Killer, il y a quand même un côté vraiment post-crépusculaire, c'est-à-dire qu'on est passé dans l'après, quoi. T'as l'impression que le système s'est un peu effondré et que il y a un côté un peu pessimiste, pour pas dire complètement même impossible à concilier entre les riches, les pauvres, les élites, c'est comme s'il y avait tout d'un coup une frontière définitive entre le mainstream et la marge, entre les prolétaires et les cadres, c'est comme s'il y avait vraiment, c'est même pas il y a deux mondes, c'est vraiment tout a explosé, quoi. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut se débarrasser de certaines manières de penser, parce que moi, je pense que c'est là où, pour moi, la presse cinéma, moi, m'a pas conduit là où je voulais aller. C'est que je me suis rendu compte au cours de ma vie que le cinéma, c'était plus que du cinéma. Et des fois, on prenait des films, non pas parce que le cinéma il avait changé puis qu'on le prenait différemment, mais si on prenait les films différemment, c'est parce que c'est le monde qui a changé. C'est pas le cinéma. Le cinéma des années 70, il était encore plus post-crépusculaire que. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas Délivrance non plus, To Catch a Killer, tu vois. Ouais. C'est pas Massacre à la tronçonneuse, c'est pas aussi exagéré que ça. Ça a l'air sauvage. Par contre, à cette époque, les films, ils t'annonçaient ce qui venait. Là, on a parcouru du chemin depuis. Tu vois, et effectivement, maintenant, on a des marges et des classes sociales qui sont tirées. Est-ce qu'il y a... Il y a des raisons. En fait, c'est surtout l'impossibilité, en ce moment, d'offrir une vision à long terme. T'as l'impression qu'en fait, on a atteint le dead end, on a atteint l'impasse. Et c'est ça, en fait, qui est effrayant. Qu'est-ce qui dit la marque dans la morgue ? Le motif, il est culturel. Ouais. Il n'est pas racial, il est culturel. C'est quelqu'un, voilà, qui a pas. C'est pour ça qu'il recrute la meuf. Tu vois, c'est pour ça qu'il recrute la meuf. C'est parce que il a besoin de quelqu'un qui a pas la même culture, qui voit pas les choses comme lui. Tu vois, c'est essentiel, parce que sinon, lui, avec sa mentalité de professionnel qu'il est, il sait qu'il pourra pas l'attraper, parce qu'il lui ressemble pas, il pense pas comme lui. Tu vois, et quand il rentre, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la séquence à la Lubette de Lamarck qui débarque dans le bureau de la police de Baltimore, où il fait son discours, si tu veux, c'est fait de la même manière que l'aurait fait Sidney Lumet, c'est-à-dire que ce qui va intéresser dans cette scène, c'est Lumet, il a un côté un peu marxiste, c'est-à-dire que ce qui va l'intéresser, c'est la totalité. Quand il y a une scène, il va s'intéresser aux choses qui ont du fond, aux choses qui sont artificielles, à ce qui est dit,
à la personne qui le dit, à la manière dont c'est dit, aux gens qui l'écoutent. C'est pour ça que cette scène, elle est lumétienne, elle est extrêmement politique en fait. C'est un mec qui va dans un commissariat expliquer qu'il veut arrêter ce tueur, et il le pense. Il sait que les gens ne vont pas l'écouter parce qu'ils vont le voir comme une huile, comme un bobo qui est en fait vient du FBI, alors que c'est des faibles policiers. Donc il va leur faire un speech pour leur rendre hommage. Il sait aussi que ces gens-là, ils n'ont pas sa connaissance, donc ils vont partir sur des fausses pistes. Donc il va leur expliquer qu'effectivement, il ne faut pas écouter la télé, la radio, que ça raconte beaucoup de choses. Mais il sait aussi que ces policiers sont fatigués, que ce n'est pas des vrais malades. Il va leur expliquer que je connais votre fatigue, je sais que vous aussi, vous pouvez souffrir de PTSD et tout. Il va te filmer les gens qui vont te dire, mais t'as vu ce mec-là? Ouais, c'est clair. Moi, j'y crois pas. C'est la totalité, tu comprends? Et quand tu sais dans quelle société et dans quelles circonstances il est obligé de faire son travail, mais tu comprends pourquoi il recrute cette femme flic. Comme lien, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Il a besoin de quelqu'un qui sait ce que c'est que d'être à la marge de la société. Qui sait ce que c'est de bosser dans un abattoir des jours et des jours. Tu vois, c'est ça. Absolument. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est un film qui est vraiment ambitieux. On a frôlé le chef-d'œuvre quand même. Bah oui. Pour moi, ça aurait pu être un Command Sharia. Absolument. Un de ces polars adaptés. Absolument. Voilà quoi. Un Cold in July ou un Command Sharia. Ouais. Non, franchement, c'est un film qui a du potentiel, qui a une envie. Puis c'est vrai que maintenant, les films sont tellement formatés, si tu veux, par la presse et tout ça, que tu as rarement des points de vue aussi intelligents. Ouais. Moi, la scène vraiment, même ne serait-ce que dans le film et l'action, quoi. La scène où ils vont tirer sur les mecs de l'alt-right, là, dans le supermarché, là. Qui tourne mal, ouais. C'est une figurante, là, qui tase le dernier. Ouais, de ouf, incroyable. C'est une séquence qui est poignante. Ouais. Ah, puis bien foutu. De gâchis humain. Enfin, c'est. Je veux dire, c'est quand même poignant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et là, t'as pas le sentiment d'avoir des personnages secondaires. Oui. Incroyables. Intéressant. T'as l'impression qu'ils ont... Moi, il y a un moment donné, en fait, le film, tu sais, je regarde beaucoup Ghost in the Shell en ce moment, notamment les séries animées. T'as un côté section 9. C'est-à-dire, t'as l'équipe qui fonctionne, et puis quand ils partent, limite, quand l'autre il prend des balles, là, qu'il est en première ligne, putain. Alors que c'est lui, depuis le début, tu le vois dans le couloir, tu le vois à droite, tu le vois à gauche, et putain, lui, ça y est, il fait partie de la team. Enfin, et puis t'as ce côté un peu, effectivement, lui, c'est lui à qui on fait appel pour l'action. Tu sais, le côté un peu bâton pour le black. Et puis elle qui va dans la piscine aussi, à un moment donné, je sais, putain, mais ça y est, on est dans Ghost in the Shell, là, en fait. Mais bien sûr. Non, mais c'est clair que si tu veux, pour moi, actuellement, tu as un portrait de l'Amérique, mais qui est fait depuis longtemps, si tu veux. Mais le délire, c'est qu'on est en train de se rendre compte que Toby Hooper, que Denis Lehan, que voilà, ces gens-là avaient raison. Le tueur de To Catch a Killer, c'est pas le Scorpio de l'inspecteur. Là, c'est autre chose. Pour moi, le Scorpio d'inspecteur Harry, c'est plus ce Tulsa Doom de John Milius. C'est ses valeurs devenues folles. Alors moi, je trouve ça intéressant, il n'y a pas de problème. Mais c'est un peu ce truc qui est en miroir, effectivement, qui peut faire peur à une société vieillissante ou alors qui est un peu dégénérée. Là, on est vraiment dans la misère sociale, la négativité sociale qui rejaillit. Comme Joker. Pour moi, c'est Denis Lehan, c'est des films comme Mystic River et tout. C'est Command Sharia. Rappelle-toi. Ah, c'est clair. Putain. La pauvreté. La pauvreté, c'est une maladie que l'on transmet à ses enfants. C'est quelque chose qui agit, tu vois. Et qui gagne du terrain comme un cancer. 200 morts. Le mec se vante de 200 morts. Le type est rien. Il est invisible. 200 morts. Ça veut dire que, tu vois, la pauvreté, la misère, la marge, le fait d'être poussé hors de la société, il y a des choses qui rejaillissent et qui créent des malheurs, quoi. Et pour moi, il y a Il y a toutes les séquences qui se passent... Toutes les séquences qui se passent en centre-ville. Donc les buildings sont immenses, eux, ils sont tout petits. Il y a tous ces gens qui se font abattre au début du film, qui sont toujours en train de vivre dans des petits bouts de balcons, des ascenseurs vitrés,
qui sont dans cette espèce d'univers enfermé sur lui-même, espèce de monde où on regarde, où les gens vivent pas ensemble, quoi. C'est chacun vit dans son petit coin, dans son petit paradis artificiel. Et puis t'as même à la fin, quand elle marche dans la ville, les derniers plans du film, c'est Coco Chanel, c'est Woodley, c'est que des enseignes en fait, les bâtiments. Il y a rien d'autre dans l'image. Swarovski, Ouais, c'est ça. quand il y a la tuerie là, dans le supermarché, une séquence magnifique d'ailleurs. J'ai tout simplement adoré la... La séquence du supermarché. Tu vois, quand on disait que c'est un film important, moi je le trouve vraiment plus important que les autres. C'est vraiment aussi pour sa mise en scène, quoi. Ouais. Avec ces plans qui durent. Moi, effectivement, c'est un malaise. C'est un malaise dans notre démocratie. Moi, je le vois comme ça. Malaise dans la démocratie. Voilà, les gens ils consomment, tout va bien, on est pacifié. Puis, c'est ça. 200 morts. Voilà. Pourquoi qui c'est qui voudrait faire 200 morts alors qu'on a dépassé tout ça? Tout ça, c'est terminé. Tu vois? Qui c'est qui voudrait voter pour quelqu'un, tu vois, qui est réactionnaire? Ouais. Qui c'est qui voudrait que tel film de tel réalisateur ne soit pas diffusé dans une salle de cinéma parce qu'il est scandaleux? Ouais. Qui c'est qui ferait la gueule? Qui c'est qui refuserait le progrès, la démocratie? Qui c'est qui ferait ça? Ceux qui en bénéficient pas. Fallait partager. Voilà, c'est comme ça. Et pour moi, c'est pour ça que ça me fait penser vraiment à ce cinéma américain, à la Denis Lehan, à la Ciné du Met. C'est vraiment un film qui s'intéresse vraiment à la totalité de la société et de l'âme humaine, si tu veux. Ah, bien sûr. C'est vraiment de voir comment tout ça... Non, mais c'est vrai que To Catch a Killer, on a frôlé le perfect. Hein. Ouais. C'était quand même un très très bon film. Je suis vraiment très enthousiaste. Écoute, est-ce que tu avais vu, toi, Limbo de Tsai Chang? Non, je l'ai pas encore vu. Ah, mon Dieu. Faut voir ça. Hein. Ah là, c'est To Catch a Killer, mais dans le Hong Kong post rétrocession, ouais. Mais post, quoi. C'est post. Ouais. Ah, faut le voir. Faut le voir. Hein. Bon, écoute, Gert, je suis désolé, il est un peu tard et tout. J'avais promis à ma femme que je dépasserais pas trop sur l'heure du repas. Ouais. Immense plaisir. Dis-moi. Toujours. Je voulais juste conclure. C'est-à-dire que pour comprendre, pour moi, l'importance d'un film comme To Catch a Killer, tu écoutes par exemple les gens, tu vois, les médias, par exemple, le portrait, comment ils expliquent l'Amérique et tout ça, dans d'autres médias, dans choses comme ça. Puis tu regardes ce que le cinéma il est capable de faire. Tu vas très vite te rendre compte que le cinéma il est vachement plus pertinent, il est vachement plus percutant. Et lui justement, il arrive un peu à démystifier certaines choses parce qu'il passe aussi par l'intuition, il met en lien. Moi, je trouve que c'est vraiment bien plus intéressant. Donc, si tu veux parler justement de ces malaises dans la démocratie qui existent aux États-Unis, de passer par le cinéma que de passer par le monde intellectuel, la presse et les choses comme ça. Moi, 100% d'accord avec toi, sauf qu'on peut que constater que les propositions, elles se raréfient. Hein. Et que le cinéma, lui-même, il est devenu une marge. Le cinéma des films qui sortent en salle, il est devenu, à l'image du tueur de Catch a Killer, un truc qui va ressurgir de temps en temps par rapport à un film, effectivement. Mais oui, parce que franchement, c'est un peu ce que je te dis au début, c'est quand on était jeunes, le cinéma, il était pour un public populaire. Maintenant, il est pour un public de CSP, à cause des networks à la HBO. Donc, la presse a encore plus de pouvoir qu'elle n'en avait c'est vrai. Sur les films. Et donc, les films imitent leurs prédateurs, la proie imite le prédateur, les films imitent les magazines, imitent la télé, la radio. Mais tu disais aussi au début qu'on n'a jamais eu autant de propositions fantastiques. Oui. Mais c'est vrai qu'il faut aller les chercher, quoi, dans la marge. C'est ça. Si les festivals de films indés ou les festivals de films d'horreur s'arrêtent, il n'y a plus rien. C'est terminé. C'est vrai, tu as raison. Eh bien, on va conclure là-dessus. Ouais. Je te remercie de m'avoir. C'est moi qui te remercie, Gart. Et
était à bonne humeur. Ça m'a fait Et super puis, plaisir de parler de ce film et c'est un plaisir immense de parler avec toi, Garth, à chaque fois, vraiment merci. Bah, à chaque fois, c'est pareil aussi parce que moi, j'aime la vaillance, j'aime les gens qui ressentent des choses. Ça, tu vois, c'est ce que j'aime. Tu vois, voilà, les médias, c'est sympa, mais c'est des faux culs qui écrivent des choses pour les répéter. Bah, c'est bien de les lire, j'aime bien justement, les pour gens s'en rendre compte. qui réagissent. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, exactement. Merci, mon pote.